Sauf si vous avez vécu dans une grotte pendant ces dernières années, vous avez forcément entendu parler de l'affaire Epstein. Cet homme d'affaires qui abusait des femmes, qui avait une île privée sur laquelle des gens célèbres, des milliardaires venaient, dans un espèce de piège déglingué qui a pourtant fonctionné pendant des années avant que la justice n'arrive à arrêter ça. Et la question qu'on peut se poser lorsqu'on regarde par exemple le reportage sur Netflix, ou quand on regarde les interviews, c'est qu'est-ce qui fait que les victimes, ces jeunes femmes, se faisaient abuser, et pourtant revenaient le lendemain. Imaginez une prison dont les portes seraient ouvertes, qui n'aurait pas de gardien, il n'y aurait personne d'armé. On peut en sortir quand on veut, et pourtant on choisit de rester dedans. Ces très jeunes femmes se maquillaient le matin, elles souriaient, et elles y retournaient. Et même pire que ça, elles proposaient à leurs amis, à leurs copines de classe parfois, de venir les rejoindre. Si on regarde ça de l'extérieur, on pourrait se dire, ces femmes-là n'étaient là que pour l'argent. Elles étaient cupides. Mais c'est bien mal connaître le processus mental de manipulation qui a été exercé ici. Et si vous suivez ma chaîne depuis quelque temps, peut-être que vous avez aussi été victime de ce genre de manipulation qui fait que vous soyez un homme ou une femme et que, quel que soit votre âge, vous avez peut-être été dans une relation abusive qui vous a pourtant maintenu dedans. Nous allons passer dans l'ingénierie du mal, nous allons voir là où le consentement n'est pas volé par la force, mais par des techniques de manipulation. Voici comment on brise une âme de l'intérieur. Jeffrey Epstein, qui se prononce parfois en français par ceux qui, comme moi, ont du mal, Epstein, alors que pas du tout, on prononce bel et bien Jeffrey Epstein, non pas comme Frankenstein. C'était ce mec, qui est décrit comme étant extrêmement charismatique. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez dans votre vie amoureuse était également charismatique. Juste ici, vous allez voir la figure d'une jeune femme qui était à peine majeure, d'autres étaient clairement mineures dans cette affaire, et c'est l'une de celles qui a réussi à témoigner à la fin et faire tomber cet homme. Commençons les choses dans l'ordre, par le tout premier contact. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne, il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne à laquelle je pense est perverse, narcissique ou pas ?» C'est le quiz mondial officiel sur le sujet. En 20 à 30 questions, vous avez la réponse de suite. Et quand on parle de perversion narcissique, Jeffrey Epstein était clairement l'un d'entre eux, et quand certains d'entre vous me disent « Mon pervers narcissique était le plus grand sur Terre », je pense que vous avez trouvé quelqu'un qui dépasse tout. Commençons par prendre chacune des étapes dans l'ordre. Tout d'abord, il y a le premier contact. Il va utiliser ce qui s'appelle l'effet de halo, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos il y a assez longtemps de ça. Epstein ne cherche pas juste une proie. Il cherche une opportunité de sauver quelqu'un, en l'occurrence, une très jeune femme. Il va repérer chez ces femmes-là soit une faille, ça peut être par exemple un problème d'enfance, une famille très compliquée, une fille qui a été rejetée par sa famille. Il peut aussi rechercher un besoin, certaines de ces femmes devaient payer leurs études. Il peut aussi rechercher une ambition, l'envie de sortir d'un certain niveau social pour s'élever. Et dans cette vidéo, je suis désolé de vous rappeler des mauvais souvenirs, mais on va aussi parler de vous. Et je vous prie de m'en excuser. Il y a probablement eu l'une de ces trois choses-là qui a aussi été repérée chez vous au moment où vous avez rencontré cette personne qui était perverse narcissique, que ce soit un homme ou une femme. Revenons à Epstein. C'était par exemple cette fille qui ne pouvait pas payer ses études, celle qui voulait être mannequin, ou celle qui fut un foyer brisé. Et dans toutes les interviews à ce sujet, elle coche toujours l'une de ces trois cases. L'effet de halo est utilisé directement. Même si on voit que cet homme s'habille toujours de manière très simple, il affiche pourtant des signes de richesse et des signes de notoriété. Par exemple, lorsqu'on monte dans l'escalier dans lequel il demandait ensuite un massage à ces jeunes femmes, il y avait des photos de lui avec des gens très connus. On repère discrètement le pape ici à gauche, on repère Bill Clinton et tout un tas de célébrités. Cet homme est connu, il y a donc ce qui s'appelle l'effet de halo, ce qui se comprend très bien en français. Parce qu'il y a ce halo, on se dit, parce qu'elle a été validée par plein d'autres gens, alors je ne crains rien. Et là, le cerveau fait un genre de mélange. Il y a de la richesse, il y a de la réussite, il y a des validations externes par des gens connus, donc c'est une personne en qui je peux avoir confiance. Si le pape est pris en photo avec lui, c'est qu'a priori il est bon. Il l'invite dans son monde, il ne l'a pas forcé, il ne l'a pas kidnappé, et c'est peut-être également ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait des amis autour de cette personne perverse narcissique qui vous disaient que cette personne était géniale, des amis qui bien sûr ont été triés sur le volet, des histoires qui ont été transformées, re-racontées différemment, des histoires peut-être aussi où cette personne se disait victime de son ex, et vous vous êtes dit, cette personne passe tous les critères, je l'ai bien vérifié,
et il n'y a pas de souci. Quand tu as été invité, c'est donc toi qui as décidé d'entrer dedans. C'est toi qui consciemment fais ce choix d'y aller, et là on est sur le premier acte de manipulation. Comme c'est toi qui as fait ce choix, comme tu n'as pas été forcé, alors tu te sens déjà un tout petit peu responsable. Mais c'est rien par rapport à la suite. Il y a ensuite quelque chose qui est assez spécifique à cette histoire et que tu n'as probablement pas vécu. Il intervient sa petite copine, tout aussi détraquée que lui, qui s'appelle Ghislaine Maxwell. C'est une femme qui est classe, qui a une bonne apparence, qui, a priori, est rassurante. Si jamais un homme de 50 ans aborde une fille de 15 ans, dans ce cas-là, tout va sonner. Ton alarme mentale te dira « il ne faut pas y aller, c'est dangereux ». Si maintenant, Ghislaine Maxwell, qui est une femme respectable, qui est bien habillée, qui est quasiment maternelle, qui est protectrice, t'invite à y aller, dans ce cas-là, il n'y a plus de danger. C'est ce qui s'appelle, en termes techniques, la trahison de genre. C'est un autre genre qui va te faire entrer dedans. Elle va dire aux femmes « je suis comme toi, je suis aussi une femme, il n'y a rien à craindre, tu peux donc venir dans cet univers, cet homme est génial. » Et ces filles de 15 ans, bien évidemment, ne savaient absolument pas que cet homme était un monstre. On arrive sur le piège suivant, qui s'appelle le piège des petits pas. La manipulation, l'horreur, le drame qu'on va voir juste après, ne se passe pas d'un coup. On ne passe pas de « tiens, on te rencontre dans la rue, on t'invite à venir à la maison, et là on te détruit en quelques phrases. » Non, ça va être par petits pas progressifs. Tout d'abord, Jeffrey Epstein demande juste un massage. Ça a été le modus operandi sur toutes. C'est-à-dire que cette technique a été tellement répétée sur tellement de femmes qu'elle est quasiment devenue industrielle. Les mêmes phrases, la même procédure à chaque fois. C'est transactionnel, c'est rapide, elles sont payées 100$ ou 200$, ça va vite. Mais là, il commence déjà à franchir le pas. Ça a commencé juste par un massage, mais il est tout nu, il n'a absolument rien qui le couvre. Pour commencer, il est sur le ventre, sur la table de massage, et puis tout d'un coup, il se retourne. Il a déjà franchi 2 limites, déjà le fait d'être nu, puis le fait de se retourner, en seulement une demi-heure. Et c'est exactement ce que font tous les prédateurs et toutes les prédatrices de la planète. Ils déplacent chacune de vos limites doucement, de manière à ce que l'intolérable, l'anormal, devienne normal. En acceptant la transaction, la victime devient donc quelque part l'employé. En gros, c'est « j'ai accepté de l'argent, donc je dois jouer le jeu. On me donne 1, je suis donc redevable de donner 1 également. » On arrive à la partie centrale de cette manipulation, qui est, à mon sens, la technique la plus forte pour te laisser dedans, et c'est probablement ce que tu as vécu si tu es abonné à cette chaîne. C'est ce qui s'appelle la dissonance cognitive. Je pense quelque chose d'un côté, et j'en pense une autre de l'autre côté, simultanément. L'exemple le plus simple de dissonance cognitive dans d'autres domaines, c'est si je te pose la question « aimes-tu que les animaux souffrent ?» tu me diras non. Si jamais par contre je te donne un steak, tu le mangeras. Si t'es pas végétarien, on s'entend. Mais d'un côté, tu ne veux pas que les animaux souffrent, de l'autre, tu peux manger de la viande. Dissonance cognitive totale. Et le cerveau déteste les dissonances cognitives, il doit trancher. Comme par exemple, ne pas regarder le processus où on fera du mal à cet animal et en te disant que c'est quelque chose d'irréel ce que tu vas manger, que ça ne vient pas de ça. Le cerveau entre donc en dissonance cognitive ici. Il y a 2 idées simultanées qui s'entrechoquent. La toute première, c'est « je suis une personne digne ». Je suis une femme ou une adolescente digne. D'un autre côté, c'est « et pourtant, je suis en train de subir ça aujourd'hui ». Ces 2 idées sont incompatibles. Le cerveau est ce genre de choses. Pour ne pas devenir folle, pour garder une cohérence mentale, le cerveau doit venir modifier l'une de ces 2 idées. Les victimes ont modifié cette partie-là, qui est la perception de l'abus. En se disant par exemple « je suis digne et ce n'est pas si grave ». C'est un monde de riches que je ne connais pas. Ils ont probablement leur fonctionnement. Moi, je viens de la pauvreté, eux marchent comme ça, je n'ai que 15 ans ou 17 ans, donc je dois accepter. Et ce sont des adultes. Ou encore, cette personne, Jeffrey Epstein, m'aime à sa manière. Et je suis peut-être la seule à ses yeux. Si ça se trouve, il me fait ça parce qu'il est tombé amoureux de moi. Le cerveau est en train de transformer la réalité pour la rendre acceptable. Et c'est ce qui fait que ces femmes revenaient dès le lendemain. Abus le lundi, le mardi, elles se remaquillaient, elles y retournaient. Pourquoi revenir ? Parce que partir serait admettre qu'elles ont été détruites. Revenir, c'est retrouver une sensation de contrôle. C'est refaire un narratif différent. Ensuite, il y a le silence. Imaginez ce qui se passe à ce moment-là. C'est une petite fille souvent
qui a entre 12 ans pour les plus jeunes jusqu'à 17, 18 ans ou 21 ans pour les plus âgés, qui se retrouvent seuls dans des immeubles avec des chambres très luxueuses, qui regardent le plafond, qui pleurent, et il n'y a personne pour les entendre. Et à ce moment-là précis, elle se dit deux choses. Soit elle part de ça, et dans ce cas-là, elle n'est plus rien, parce qu'elles ont été choisies par rapport à leurs failles, et donc elles doivent y retourner juste après, soit elle reste, et dans ce cas-là, elle est au moins quelqu'un aux yeux de cette personne, même si c'est un monstre. Et c'est peut-être ce qui vous est arrivé aussi. En regardant ça, on peut se poser la question qui est probablement la plus complexe, la plus difficile à comprendre de cette équation de manipulation, qui est pourquoi est-ce que ces filles faisaient venir d'autres de leurs copines dedans. Jeffrey donnait 200$ pour chaque fille ramenée dans l'équation. Et l'analyse la plus simple qu'on pourrait avoir de ça, qui serait probablement celle où on comprendrait moins l'équation, ce serait de se dire « elles ont fait ça juste pour l'argent », et donc elles n'avaient pas d'âme et pas de cœur. Alors que ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Suivez-moi bien, on arrive dans le sordide. Pourquoi amener une copine, une amie de lycée, dans ce genre d'équation ? C'est ce qui s'appelle la dilution de la culpabilité. Si je suis seul à vivre cet enfer, alors je suis une victime. Alors que si j'amène 3 copines ici, alors on est une bande de copines qui rigolent, c'est normal. Et au passage, peut-être que ce qu'il m'a fait à moi, c'est parce qu'il m'aime, et dans tous les cas, il ne leur fera jamais subir ce genre de choses. Et là, on voit comme le cerveau réinterprète complètement la réalité. Une partie d'elle inconsciente savait très bien que ça se passerait mal par la suite. Mais elles ont toutes témoigné dans les reportages, notamment dans celui sur Netflix, qu'elles ne pensaient pas que ça pourrait arriver aussi à leurs copines. Et ce qui va leur arriver quelques années après, lorsque l'affaire éclate, c'est qu'elles s'en veulent terriblement d'avoir fait ça. En recrutant d'autres victimes, finalement, on vient normaliser un cauchemar. Ce que je vis, ma normalité est déplacée, je te rentre dans mon monde décalé. Avec une ficelle en plus pour Jeffrey Epstein qui peut manipuler encore plus. Parce que tu m'as amené tes copines dedans, alors tu es complice également, et si jamais il y a un problème, ce sera de ta faute. Donc il le sait très bien, dans cette espèce de système pyramidal de l'abus intime, il embauche d'abord une femme qui en ramène 3, qui en ramène 10, etc. Et il y aura de plus en plus de femmes qui seront toujours validées par celle du dessus. Il y a ensuite ce qui s'appelle la science de la paralysie, qu'elles sont toutes décrites. On comprend bien que dans certaines situations, si par exemple dans la rue, quelqu'un t'agresse, tu auras probablement envie de te battre ou de fuir. Mais ce qu'on comprend beaucoup moins facilement, c'est que parfois on reste paralysé. En anglais, ça s'appelle fight, flight or freeze. Fight, la bagarre, flight, s'envoler comme un avion, et freeze, comme un freezer, on reste immobile. C'est ce qui s'appelle la théorie polyvagale, qui est très bien documentée. Dans Wikipédia, la phrase dit que cette théorie nous permet de comprendre les réactions que nous avons lorsque nous nous sentons soit en sécurité, soit en danger. Quand on est en sécurité, il y a de l'engagement social, il y a du bien-être, de la détente, de la joie. Quand on est en zone de danger, on va avoir envie de fuir, de combattre, parce qu'on aura peur, parce qu'on sera en colère. Et quand on arrive en danger mortel, il n'y a plus l'hyperactivation, il y a ce qui s'appelle l'hypoactivation, ce qui est très contre-intuitif à penser. Si jamais j'ai extrêmement peur, je me fige, ce qui va s'accompagner après coup d'une immense culpabilisation et de la honte. En gros, ton système nerveux se déconnecte, il freeze, il s'anesthésie. Et c'est ça qui est très perturbant à comprendre, c'est que la victime peut même faire exactement ce qu'on lui demande. Lorsque par exemple Jeffrey Epstein l'emmène sur son île et l'envoie à d'autres invités, dans la chambre d'autres invités, elle dit oui, elle sourit, comme une espèce d'automate. En gros, ton corps est là, mais ton esprit est complètement dissocié. T'es dans autre chose. Tu agis comme un robot. Dans son réseau d'influence, Jeffrey Epstein a mis tout le monde. Des juges, des gouverneurs, des avocats, des gens célèbres. Tout un tas de gens qui font que cette illusion collective peut durer pendant réellement des années. Mais tout d'un coup, il tombe, il va en prison, et là, il met fin à ses jours. Ou alors, on l'aide à mettre fin à ses jours. Je laisse faire les complotistes sur ce sujet. Tout d'un coup, la réalité revient nette. Pour tout le monde. Pour tous les gens qui ont été invités, pour tous ceux qui ont participé à ça, pour tous ceux qui ne sont plus manipulables du coup maintenant, mais surtout pour les victimes. Et là, c'est le choc. Comme un espèce de réveil brutal et gigantesque. Les femmes disent dans leur reportage « Je ne comprends pas pourquoi je n'ai rien dit. Je m'en veux. J'aurais dû agir différemment. » Ce qui te donne donc une double peine, non seulement la peine d'avoir été abusé, mais aussi la peine de la culpabilité. Et bien souvent, il faut des années pour réaliser ça.
C'est peut-être aussi ce qui t'est arrivé. Peut-être que des mois ou des années après, tu te dis pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je ne suis pas parti? Pourquoi je n'ai pas dénoncé ce genre de comportement? Et tu as l'explication juste ici. Pour conclure, on a le devoir de comprendre que l'affaire Epstein, ce n'est pas qu'une histoire de femmes ou de filles ou d'adolescentes abusées. C'est surtout l'histoire d'une mécanique mentale de manipulation qui détruit des vies. En comprenant ce genre d'affaires qui est gigantesque, qui est très médiatisé, qui peut aussi donner envie aux gens de le regarder parce qu'il y a des gens célèbres dedans, il y a quelque chose de plus profond. On nous montre l'exemple total d'une réussite d'un pervers narcissique qui avait mis tout en place, tous les Legos en place pour réussir son destin funèbre. Et si une personne dit « je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est revenue, c'était sûrement lié à de l'argent ou par intérêt personnel », c'est que cette personne n'a pas compris ce que c'était l'emprise. C'est lorsque le bourreau finit par habiter dans ta propre tête. Et comprendre le comportement des victimes, comprendre la psychologie qu'il y a derrière ça, c'est faire un immense pas en avant pour déjà aider ces victimes tout court, mais aussi pour comprendre dans notre propre vie qu'est-ce qui fait qu'on s'est parfois laissé embourber dans ce genre de situation sans pouvoir en sortir. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Je saurais aussi que faire cette vidéo à 3 jours de la Saint-Valentin, ce n'était peut-être pas du tout la bonne idée, c'est un peu anachronique, c'est comme ça. Et puis, va savoir, si ça se trouve, ça va vous aider à faire une meilleure Saint-Valentin. Je vous embrasse, je vous aime, salut à tous, bye.